Quand mon frère a voulu m'imposer ses enfants en affirmant que maman lui avait donné mes clés, je n'ai pas discuté. J'ai discrètement changé les serrures et alerté la sécurité. Le lendemain, une belle surprise l'attendait devant la porte. Je m'appelle Irène Dubois. J'ai 32 ans. Et jusqu'à ce matin-là, je pensais que la serrure de la porte de mon appartement était la seule partie de ma vie que ma famille ne pouvait pas atteindre. Je vivais seule dans un immeuble moderne à Lyon. Je travaillais de longues heures en tant qu'analyste des risques en cybersécurité et gardais mon domicile calme délibérément. Pas de jouets sur le sol. Pas de chambre d'amis en attente d'une urgence pour quelqu'un d'autre. Personne n'entrait à moins que je ne le permette. Puis, à 23h43 un jeudi soir pluvieux, mon téléphone s'est illuminé alors que je révisais un audit de sécurité pour le travail. Le message n'était pas une question. C'était un ordre. Ces 2 enfants devaient venir le lendemain matin et j'allais les garder. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, attendant la partie où ils demandaient poliment ou s'excusaient pour le préavis court ou expliquaient pourquoi ils pensaient avoir le droit de me réquisitionner toute la journée. Cette partie n'est jamais venue. J'ai répondu, non, je ne suis pas disponible. Sa réponse est venue presque instantanément. Ce n'est pas grave. Maman m'a donné ta clé. Quelque chose en moi s'est complètement figé. Pas de colère, pas de bruit, juste du froid. J'ai regardé ma porte d'entrée, puis le petit crochet en laiton près de la cuisine, et j'ai réalisé que cela n'avait jamais été une question de garde d'enfant. Il s'agissait d'accéder à mon domicile, à mon temps, à mon argent et à ma paix. Alors, je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas expliqué à des gens qui avaient déjà décidé que ma réponse n'avait pas d'importance. J'ai pris des captures d'écran, ouvert l'application de mon immeuble, appelé la réception et leur ai demandé de désactiver tous les accès extérieurs liés à mon unité. Ensuite, j'ai demandé un changement de serrure d'urgence avant le lever du soleil. Je pensais qu'être indépendante signifiait payer mon propre loyer, acheter mes propres courses et ne pas avoir besoin de quelqu'un pour me sauver quand la vie devenait difficile. Mais dans ma famille, l'indépendance s'était lentement transformée en autre chose. Cela signifiait que j'étais disponible. Cela signifiait que j'avais de l'extra. Cela signifiait qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre prenait une mauvaise décision, mon compte en banque devenait la sortie de secours. Je vivais dans le quartier de la Pardieu dans un immeuble en verre rempli de gens qui travaillaient trop et dormaient trop peu. Mon appartement était petit mais cher, avec une serrure intelligente, une réception ouverte 24h24 et une vue sur la tour Incity si je me tenais près de la fenêtre de la cuisine. J'ai choisi cet endroit parce qu'il me semblait sûr, contrôlé, et à moi. Je travaillais dans la cybersécurité pour une entreprise de technologie financière, ce qui signifiait que mon travail consistait à repérer les points faibles avant que quelqu'un ne les exploite. La cruelle blague était que j'avais manqué le plus grand point faible de ma propre vie pendant des années. Son nom était Benoît Dubois, mon frère aîné. 35 ans, directeur des ventes pour une entreprise de dispositifs médicaux, parlant toujours comme si son prochain chèque de commission allait tout changer. Toujours fauché avant qu'il n'arrive. Sa femme, Sophie, travaillait dans une boutique et remplissait ses réseaux sociaux de café, de vêtements, de journées au spa et de miroirs d'hôtel. Ils avaient 2 enfants, Léa, 7 ans, et Tom, 5 ans. J'aimais ces enfants, et tout le monde le savait. Ma mère, Marie, le savait le mieux. Elle avait été administratrice scolaire pendant presque 30 ans, et elle parlait aux adultes comme si elle contrôlait encore un couloir rempli d'élèves. Voix ferme, sourcils levés, pas de débat. Quand j'ai eu un bonus, Benoît a eu besoin d'aide pour son SUV. Quand j'ai économisé de l'argent, Sophie a eu besoin d'aide pour une facture de carte de crédit. Quand j'ai commencé à travailler à domicile 2 fois par semaine, ma mère a décidé que j'étais disponible pour les courses familiales et les urgences. En 26 mois, j'avais envoyé 11 600 €, 1 900 € pour le SUV de Benoît après qu'il ait ignoré un voyant d'avertissement, 2 400 € pour sa carte de crédit, 1 300 € pour le programme d'été de Léa, 1 100 € pour la fête d'anniversaire de Tom. Puis les courses, l'essence, les fournitures scolaires et les factures toujours urgentes. Chaque fois que j'hésitais, j'entendais la même phrase, « Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant.
Tu peux aider. Alors, quand Benoît m'a envoyé ce message ce jeudi soir, j'aurais dû être choquée, mais une partie de moi attendait qu'ils aillent plus loin. Il a dit que Sophie et lui avaient une retraite de leadership à Nice. Leur vol était tôt et les enfants resteraient avec moi parce que mon appartement était plus proche de l'aéroport. Il n'a pas demandé si j'avais du travail. Il n'a pas demandé si j'avais des projets. Il m'a simplement assigné une tâche et s'attendait à ce que j'obéisse. J'ai répondu, je ne suis pas disponible. Trouve quelqu'un d'autre. Sa réponse est revenue rapidement, arrête d'être dramatique. Maman m'a donné ta clé et le badge de rechange. On les déposera à 7 heures. Je l'ai lu 3 fois. Puis je me suis souvenu de la fuite de tuyaux 2 ans plus tôt quand j'avais donné une clé de rechange à ma mère pour que l'entretien puisse entrer pendant que j'étais absente. Elle avait promis de la rendre. Elle ne l'a jamais fait. J'avais traité une clé comme une petite chose. Pour eux, c'était devenu une permission. Je n'ai plus répondu à Benoît. J'ai ouvert l'application de mon immeuble et modifié mes paramètres d'accès résidentiel. Puis j'ai appelé la réception. Aaron Leroy était de garde de nuit. Quand il a répondu, j'ai donné mon nom, mon numéro d'appartement et j'ai dit qu'un membre non autorisé de ma famille avait une clé et pourrait tenter d'entrer avec 2 mineurs. Le lendemain matin, sa voix est devenue professionnelle immédiatement. Il m'a demandé si je voulais que le badge de rechange soit désactivé. J'ai dit oui. Il m'a demandé si ma famille devait être retirée de ma liste de visiteurs approuvés. J'ai dit oui. Ensuite, j'ai demandé un changement de serrure d'urgence avant le matin. L'entretien pouvait réinitialiser la serrure intelligente dans l'heure. Je lui ai dit de me facturer ce que cela coûterait. Après avoir raccroché, j'ai pris des captures d'écran de tous les SMS, envoyé un email au gestionnaire de l'immeuble, téléchargé mon journal d'appel et créé un dossier sur mon ordinateur portable appelé « Incident de frontière familiale ». Benoît pensait qu'il avait ma clé. Il n'avait aucune idée que je reprenais enfin la main. À minuit, mon appartement semblait calme de l'extérieur. La pluie tapait contre les fenêtres. Une tasse de thé reposait intacte sur mon bureau. Mon ordinateur portable professionnel affichait toujours le rapport d'audit du le lendemain matin, mais mon ordinateur portable personnel était devenu le centre de quelque chose de plus grand. J'ai ouvert un document vierge et l'ai intitulé « Chronologie des accès non autorisés ». Cela m'a semblé extrême une seconde jusqu'à ce que je relise le message de Benoît. Maman m'a donné ta clé. On les déposera à 7 heures. Ce n'était pas une demande. C'était un plan construit autour de la violation de mon domicile. Alors, j'ai commencé à tout écrire. 23h43. Benoît m'informe que ses enfants seront déposés à mon appartement. 23h46. Je refuse et déclare que je ne suis pas disponible. 23h48. Benoît déclare que notre mère lui a donné ma clé et le badge de rechange de l'immeuble. 23h55. J'appelle la réception et signale un accès non autorisé. Minuit 7. L'immeuble désactive le badge de rechange. Minuit 22. Un entretien d'urgence est prévu pour réinitialiser la serrure intelligente. Plus je tapais, plus je me sentais stable. La documentation ne pleurait pas. La documentation ne se sentait pas coupable. La documentation ne se souciait pas si ma mère élevait la voix. Puis j'ai ouvert mon historique bancaire. J'ai cherché le nom de Benoît, puis celui de Sophie, puis celui de ma mère. Virement après virement est apparu, chacun attaché à une histoire que j'avais suffisamment cru pour envoyer de l'argent. J'ai exporté le tout dans une feuille de calcul et ajouté des notes à côté de chaque paiement. Réparation de SUV, urgence carte de crédit, programme d'été, fête d'anniversaire, courses, facture dentaire, fourniture scolaire. J'étais à mi-chemin du classement des transactions quand mon téléphone a sonné. Maman. J'ai lancé un enregistrement vocal sur ma tablette et j'ai répondu en mode haut-parleur. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, que as-tu fait à l'accès de l'immeuble? Sa voix était acerbe, comme si je lui avais volé quelque chose. J'ai dit, j'ai supprimé l'accès non autorisé à mon appartement. Elle a rétorqué que Benoît était mon frère, pas un étranger.
Je lui ai dit qu'un frère pouvait toujours être non autorisé. Cela l'a mise en colère. Elle a dit que 2 enfants comptaient sur moi. Sophie était épuisée. Benoît avait une importante retraite de travail, et je transformais une simple faveur en un drame juridique. Je suis restée silencieuse. J'avais appris que si je laissais ma mère parler assez longtemps, elle finissait par dire la partie qu'elle aurait dû cacher. Elle l'a fait. Elle m'a dit qu'ils avaient tout planifié de cette façon parce qu'ils savaient que je dirais non s'il demandait trop tôt. Elle a dit qu'elle avait donné la clé à Benoît parce que je résistais toujours au début, mais que je finissais par céder une fois que les enfants étaient impliqués. J'ai regardé le minuteur de l'enregistrement et j'ai senti mon estomac se tordre. Ce n'était pas désespéré. C'était planifié. J'ai dit qu'une clé n'était pas un consentement. Elle a ri froidement et m'a dit de ne pas utiliser de langage d'entreprise avec elle. Elle a dit que j'étais une fille et une sœur avant d'être le titre que mon entreprise me donnait. J'ai dit que j'étais aussi une locataire, une adulte, et la seule personne qui décidait qui entrait chez moi. Sa voix s'est élevée. Elle a dit que Lyon m'avait rendue égoïste. Elle a dit, les femmes sans mari et sans enfants commencent toujours à penser que leur temps est plus important que celui de tout le monde. L'ancienne culpabilité m'a envahi. Puis j'ai regardé la feuille de calcul. 11 600 €, 26 mois. J'ai commencé à lire les montants à voix haute. 1 900 € pour le SUV de Benoît, 2 400 € pour sa carte de crédit, 1 300 € pour le programme d'été de Léa, 1 100 € pour la fête d'anniversaire de Tom. Ma mère m'a dit d'arrêter. J'ai continué. 700 € pour les courses. 400 € pour une caution d'hôtel que Sophie n'a jamais remboursée. 600 € pour une facture de service public en retard. Ma mère a crié mon nom. J'ai dit, je ne vous attaque pas. Je suis précise. Elle a dit, l'argent n'était pas le problème. J'ai dit que l'argent était toujours le problème quand ils avaient besoin du mien. Puis elle a dit, si tu n'ouvres pas cette porte demain, ne m'appelle plus jamais ta mère. Pendant un instant, l'appartement est devenu silencieux. J'ai pensé que ça allait me briser. Au lieu de cela, cela a tout clarifié. J'ai dit, si être votre fille signifie abandonner ma maison, mon argent et mon droit de dire non, alors je ne peux plus me permettre ce rôle. Elle m'a traité de cruelle. J'ai dit bonne nuit et j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. J'ai sauvegardé l'enregistrement, exporté la feuille de calcul en PDF et tout joint à un email à mon père, Antoine. Il avait toujours été le silencieux, caché derrière la télévision, le journal et la voix de ma mère. J'ai écrit une phrase, « Papa, je veux que tu vois ce qui s'est réellement passé avant que quiconque ne te dise qui blâmer. » Puis j'ai appuyé sur envoyer. 5 minutes plus tard, il est apparu en rouge. Il n'a pas répondu. D'une certaine manière, cela m'a fait plus mal que les cris de ma mère. Mais cela m'a aussi dit quelque chose que je devais accepter. Le silence peut être un choix. Et son silence avait contribué à construire cela. Avez-vous déjà été épuisé parce que votre propre famille traitait l'amour comme un chéquier illimité? Cette nuit-là, j'ai finalement compris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est du contrôle portant un nom de famille. J'ai dormi peut-être 90 minutes. À 6h15, j'ai abandonné et me suis habillée avec un jean noir, un pull gris et le manteau que je portais quand je voulais avoir l'air calme. À 6h40, j'étais assise dans un café en face de mon immeuble, mon ordinateur portable ouvert et rien sur l'écran qui n'ait de sens. Mon rapport d'audit était terminé. Je l'avais soumis à 4h30 du matin. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était douloureusement alerte. À 6h58, l'application de mon immeuble a envoyé une notification. Quelqu'un avait tenté d'accéder avec un badge désactivé. Une fois, puis encore, puis une troisième fois. Mon café a soudainement eu un goût métallique. Un SMS d'Aaron est apparu, ils sont là. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le SUV sombre de Benoît garé au bord du trottoir. Le haillon arrière était ouvert. 2 petites valises à roulettes étaient sur le trottoir, une rose, une bleue. Léa se tenait à côté d'elle, tenant un lapin en peluche.
Tom avait un sac à dos dinosaure presque aussi grand que son corps. Sophie portait des vêtements d'aéroport, des baskets blanches, un manteau crème, des lunettes de soleil sur la tête, même si le ciel était gris. Benoît tapait sur le clavier d'appel comme si appuyer plus fort le ferait obéir. Puis ma mère est sortie du côté passager. Bien sûr, elle était là. Marie Dubois ne manquait jamais une performance où elle s'attendait à être le juge. Je les ai vus entrer dans le hall après qu'un autre résident soit sorti. Aaron s'était déjà déplacé près des ascenseurs. Je pouvais voir sa posture à travers la vitre, polie, ferme, bloquant sans toucher personne. Benoît a brandi une clé. Sophie n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Ma mère a pointé les ascenseurs comme si elle possédait l'immeuble. Puis une voiture de police s'est arrêtée derrière le SUV de Benoît. Pas de sirène, pas de drame, juste 2 agents sortant sous la pluie. Mes genoux ont flanché sous la table. Aaron m'avait dit que la direction pourrait appeler la ligne non urgente si ma famille tentait d'entrer avec des enfants après avoir été refusée. Néanmoins, voir les agents a rendu tout cela réel. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai traversé la rue. J'ai utilisé l'entrée latérale et suis entré dans le hall près de la salle des colis. Benoît m'a vu le premier. Son visage est passé de la colère au soulagement pendant une demi-seconde, comme s'il croyait encore que mon apparition signifiait une reddition. Puis il a vu que je ne me précipitais pas vers les enfants. Je ne m'excusais pas. Je ne tendais pas la main vers les valises. Son soulagement a disparu. « Te voilà », a-t-il dit bruyamment. « Dis à ce gars de nous laisser monter. » J'ai regardé Aaron. Il a demandé: « Autorisez-vous ces visiteurs à entrer dans votre appartement ?» J'ai dit: « Non. » Sophie a poussé un son comme si je l'avais giflé. Benoît s'est rapproché. « Irène, arrête ça. Nous avons un vol. » J'ai dit: « Je sais. C'est pourquoi vous n'auriez pas dû construire votre plan de voyage autour de mon consentement sans l'obtenir. » Un agent, Monsieur Leclerc, a demandé qui avait accepté de prendre la responsabilité des enfants. Benoît a dit: « C'est leur tante. » L'agent Leclerc n'a pas scié. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Sophie a dit que c'était sous-entendu. J'ai sorti mon téléphone et montré à l'agent ma réponse: « Non, je ne suis pas disponible. » Puis j'ai montré la réponse de Benoît: « Ce n'est pas grave. Maman m'a donné ta clé. » L'agent Leclerc l'a lu 2 fois. Le deuxième agent, Madame Dupont, a demandé à Benoît s'il avait tenté d'utiliser une clé pour accéder à mon appartement après mon refus de garder les enfants. Benoît a dit: « Ce n'est pas comme ça. » Ma mère s'est avancée et a dit: « C'était un malentendu familial. » L'agent Dupont a dit que les malentendus familiaux ne donnaient à personne le droit d'entrer dans une résidence privée. Le visage de ma mère s'est crispé. Elle s'est tournée vers moi et a dit: « Tu nous humilies. » J'ai dit: « Non, vous avez prévu d'utiliser ma maison sans permission. Je refuse de le cacher. » Tom a commencé à pleurer, pas fort, juste de petits sanglots fatigués. Cela m'a presque brisé. Je me suis accroupie à quelques mètres et j'ai dit doucement: « Eh, mon petit, tu n'as pas d'ennui. Rien de tout cela n'est de ta faute. » Benoît a claqué: « Ne lui parle pas comme si tu t'en souciais. » Je me suis levée. L'agent Leclerc lui a dit de baisser la voix. Sophie a chuchoté qu'ils allaient manquer leur embarquement. Benoît a sorti son téléphone et a commencé à chercher. Probablement une baby-sitter, probablement quelqu'un d'autre à qui refiler le problème. Ma mère a essayé une dernière fois. Elle a dit que je choisissais une serrure plutôt que le sang. J'ai dit: « Je choisis le consentement plutôt que le contrôle. » Le hall est devenu silencieux. Un homme près de l'ascenseur a regardé le sol. Une femme avec un tapis de yoga a cessé de faire semblant de ne pas écouter. Aaron a imprimé un document et a expliqué qu'en raison de la tentative d'entrée non autorisée et du dérangement, Benoît, Sophie et Marie seraient retirés de mes autorisations de visiteurs. L'agent Dupont a ajouté que s'il laissait les enfants dans le hall ou tentait de les laisser avec moi après mon refus, l'incident pourrait être documenté comme un cas d'abandon. Le visage de Sophie est devenu pâle. C'est à ce moment-là que le pouvoir a changé. Ils ont réalisé que le monde extérieur à notre famille ne reconnaissait pas les règles de ma mère.
Benoît a arrêté de crier. Sophie a commencé à appeler des services de garde d'enfants d'urgence. Ma mère m'a regardée avec une colère froide et a dit « Tu n'es plus ma fille ». J'aurais dû pleurer. Au lieu de cela, j'ai dit « Alors arrêtez d'essayer d'utiliser mon appartement comme si j'en étais une ». 15 minutes plus tard, Benoît a traîné les valises vers le SUV pendant que Sophie discutait au téléphone des tarifs de garde d'enfants le jour même. Ma mère est sortie la première, raide et furieuse. Léa m'a regardée. J'ai levé la main doucement. Elle a agité la main. Cela m'a fait plus mal que tout. Lorsque les portes se sont refermées derrière eux, le hall est devenu étrangement paisible. L'agent Leclerc m'a tendu une carte avec le numéro de l'incident et m'a dit de conserver ma documentation. Aaron m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, mais ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Je suis montée seule, j'ai verrouillé la nouvelle serrure derrière moi et je me suis appuyée contre la porte jusqu'à ce que mes jambes cessent de trembler. Pendant la première heure après leur départ, je n'ai rien fait. Je suis restée assise par terre près de ma porte d'entrée, mon manteau toujours sur moi et mon téléphone posé face contre terre à côté de moi. Mon appartement était silencieux comme j'aimais avant, mais maintenant le silence semblait immense. Je continuais à voir le sac à dos de Tom, le salut de Léa, le visage pâle de Sophie quand l'agent a parlé d'abandon, et l'expression de ma mère quand elle a réalisé que je ne céderais pas. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Benoît, Sophie, ma mère, Benoît encore. Puis les SMS sont arrivés. Tu as fait pleurer mes enfants. Tu nous as embarrassés devant les flics. Tu nous dois les frais de nouvelles réservations. C'est insensé. Tu as besoin d'aide. J'ai mis le fil en sourdine sans ouvrir la plupart d'entre eux. À 10h30, j'ai pris une douche. À 11h15, j'ai fait des toasts et j'ai oublié de les manger. À midi, j'ai fixé une invitation à une réunion de travail jusqu'à ce qu'elle expire. Puis, juste après 13h, ma cousine Inès m'a envoyé une capture d'écran avec une seule phrase, « S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas d'aujourd'hui ». C'était l'histoire Instagram de Sophie. Une piscine bleue, des palmiers, 2 cocktails, un bracelet de complexe touristique à son poignet. La balise de localisation indiquait Nice. La légende disait « Enfin choisir la paix ». J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que je me mette à rire. Pas un rire joyeux. C'était le son que votre corps fait quand le mensonge devient trop évident pour continuer à faire mal de la même manière. Ils avaient pris le vol ou l'avaient changé. Quoi qu'il en soit, le monde n'avait pas pris fin. Les enfants n'avaient pas été abandonnés par le destin. Benoît et Sophie avaient trouvé une solution dès que la loi leur avait dit que je n'en étais pas une. 1 heure plus tard, Sophie a posté une autre histoire depuis un balcon d'hôtel. Sa main liée à celle de Benoît, la légende disait un reset bien nécessaire. J'ai tout fait en capture d'écran. À 16h, ma mère a posté sur Facebook. Elle ne m'a pas nommé, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Certains parents donnent tout à leurs enfants et sont quand même punis par la cruauté. Priez pour une mère dont le cœur est brisé aujourd'hui. Les commentaires sont arrivés rapidement. Les gens l'ont qualifiée de forte. Les gens ont dit que les enfants adultes étaient égoïstes. Pendant environ 30 secondes. J'ai presque commenté. Puis je me suis arrêtée. Ma mère voulait un combat émotionnel public. Elle était douée pour ça. J'étais douée pour l'épreuve. Alors j'ai ouvert mon dossier. J'ai ajouté le numéro d'incident. Les histoires de Sophie au complexe, les SMS de Benoît, l'enregistrement de ma mère et l'historique des transferts. Puis j'ai écrit un message calme et je l'ai envoyé à ma tante Hélène, mon oncle Robert, ma cousine Inès, mon père et la cousine aînée de ma mère, Madeleine. Le message disait « Vous entendrez peut-être dire que j'ai abandonné ma nièce et mon neveu ce matin. Ce n'est pas vrai. J'ai été informée, non pas sollicitée, que je garderais les enfants. J'ai refusé par écrit. Ma mère a donné à Benoît une vieille clé de mon appartement sans mon consentement. Ils ont quand même tenté d'entrer. La sécurité de l'immeuble et la police étaient présentes en raison du problème d'accès non autorisé. Je ne demande à personne de se battre pour moi. Je veux juste que les faits soient documentés. Puis j'ai tout joint.
23 minutes plus tard, la discussion de groupe familial a explosé. Ma tante a écrit en premier, « Marie, pourquoi Benoît avait-il la clé d'Irène ?» Ma mère a répondu que les gens déformaient une affaire privée. Mon oncle Robert a demandé, « Affaire privée ? Il y a un numéro d'incident de police. » Inès a posté que Sophie était dans un complexe après avoir affirmé qu'il n'y avait pas d'autre option pour les enfants. Puis Madeleine a posé la question qui a changé tout le ton, « Si Irène a dit non, pourquoi quelqu'un est-il allé à son immeuble ?» Amer n'a pas répondu. Benoît est intervenu et a dit que j'avais toujours aidé auparavant, alors il a supposé que je ferais la bonne chose. Ma tante Hélène a répondu, « Aider avant n'est pas un consentement éternel. » J'ai lu cette phrase 3 fois. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce où j'étais piégée depuis des années. Puis l'argent est arrivé. Mon oncle Robert avait ouvert la feuille de calcul. Il a écrit, 11 600 €. Benoît, es-tu sérieux ? Benoît a dit que j'exagérais l'aide familiale normale. J'ai téléchargé une capture d'écran, juste une, le virement de 2 400 € avec le message de Benoît au-dessus disant qu'il me rembourserait dans 2 semaines. Il ne l'avait jamais fait. Le chat est devenu silencieux. Puis mon père a écrit, Irène a dit non, ça aurait dû être la fin. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Ce n'était pas un discours. Cela n'effaçait pas des années de silence, mais c'était la première fois qu'il contredisait ma mère devant la famille. Ma mère a quitté la discussion de groupe. Sophie a supprimé son histoire de complexe, mais Inès l'avait sauvegardée. Benoît m'a envoyé un message privé, « J'espère que tu es fière de toi. » Je n'ai pas répondu. La fierté n'était pas le sentiment. Le soulagement était plus proche. Le chagrin aussi. Quand une famille se divise, choisiriez-vous une vérité inconfortable ou une fausse paix ? Ce jour-là, j'ai appris qu'une fausse paix est coûteuse. Elle coûte votre temps, votre argent, votre vie privée, finalement, votre estime de soi. La première chose que j'ai annulée a été le virement récurrent à ma mère. 200 € le premier de chaque mois, étiqueté aide ménagère. Je l'avais mis en place après qu'elle ait dit que les ordonnances et les courses devenaient plus difficiles à gérer. Je n'y avais pas pensé depuis presque 1 an. Il quittait mon compte silencieusement, comme une fuite derrière un mur. J'ai cliqué sur annuler et j'ai attendu que la culpabilité me frappe. Elle est venue, mais plus faible que d'habitude. Puis j'ai annulé le compte de streaming familial que Benoît utilisait gratuitement. J'ai retiré Sophie de mon adhésion à l'entrepôt. J'ai changé tous les mots de passe liés à mon appartement, ma banque, mon forfait téléphonique, mes applications de livraison et mes contacts d'urgence. J'ai appelé le gestionnaire de l'immeuble et confirmé par écrit que personne de ma famille n'avait accès à mon appartement. À la fin de cet après-midi-là, ma vie avait le même aspect, mais j'avais l'impression d'avoir verrouillé plus d'une porte. Ma mère a essayé d'appeler depuis des numéros inconnus pendant 3 jours. Benoît a envoyé de longs messages qui commençaient en colère, devenaient blessés, puis se terminaient par de l'argent. Il voulait que je couvre les frais de garde d'enfants le jour même et les frais de changement de vol parce que, selon ses mots, ma cascade avait créé la dépense. Je l'ai bloqué. Sophie a envoyé un message disant que les enfants étaient confus et que je devrais avoir honte. J'ai failli répondre. J'ai failli dire que les enfants sont confus quand les adultes leur mentent. Mais j'ai laissé le silence répondre. 1 semaine plus tard, j'ai pris rendez-vous en thérapie. Je me suis dit que c'était juste pour gérer l'incident. Mais en 20 minutes, je parlais d'avoir 16 ans et de donner la moitié de mon salaire de supermarché à ma mère parce que Benoît avait besoin d'argent pour l'essence. J'ai parlé des cadeaux de Noël que j'avais achetés et pour lesquels je n'avais jamais reçu de reconnaissance. Des dîners de famille où ma mère louait Benoît pour sa présence tout en ignorant que j'avais payé la moitié de la nourriture. Et des anniversaires où l'on s'attendait à ce que j'apporte des cadeaux coûteux parce que je n'avais pas d'enfant. Le thérapeute a écouté, puis a dit quelque chose qui m'a glacée, « Votre famille a fait de vous leur filet de sécurité. Et puis ils ont appelé cela de l'amour pour que vous ne remettiez pas en question le poids. » J'avais passé des années à croire que j'étais forte parce que tout le monde s'appuyait sur moi. Je n'avais jamais considéré que j'étais peut-être fatiguée parce qu'ils n'étaient pas censés s'appuyer si fort. Après cela,
j'ai commencé à pratiquer de petits actes de possession. J'ai acheté une chaise ergonomique que je voulais depuis des mois au lieu de garder l'argent pour l'urgence de quelqu'un d'autre. J'ai rejoint un cours de boxe à 2 pâtés de maison et j'ai découvert que frapper un sac pendant 45 minutes faisait plus pour ma colère que de faire semblant d'être au-dessus de ça. J'ai fait un week-end à Bordeaux avec une amie nommée Léna et je n'ai pas vérifié mon téléphone toutes les 10 minutes. Nous avons mangé des ramen, nous sommes promenés dans les librairies et avons dépensé trop d'argent pour le café. Pour la première fois depuis des années, j'ai acheté quelque chose d'inutile et je ne l'ai pas comparé aux factures de Benoît. 3 semaines après l'incident du hall, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quand j'ai répondu, il a prononcé mon nom comme s'il l'avait répété, Irène, puis le silence. Finalement, il a dit, j'ai tout lu. J'ai vu les virements. J'ai entendu ta mère sur l'enregistrement. Une autre pause. J'aurais dû intervenir il y a des années. Ma gorge s'est serrée. Il a dit qu'il s'était dit que ce n'était pas ses affaires parce que j'étais adulte, mais c'était une excuse. C'était plus facile de laisser ma mère diriger la famille que de la défier. Puis il a prononcé les mots dont j'avais besoin, tu as eu raison de changer les serrures. J'ai pressé ma main sur mes yeux et n'ai rien dit. Il n'est pas soudainement devenu un homme différent, mais il s'est excusé sans me demander de le réconforter, et cela comptait. 4 mois ont passé avant que Benoît ne me contacte à nouveau, depuis un nouveau numéro. Le message était court, ne demandant pas d'argent. Je l'ai fixé avant de lire le suivant, nous avons embauché une baby-sitter pour la conférence de travail de Sophie le mois prochain. C'est cher. Puis une autre bulle est apparue, je suppose que c'est ce que nous aurions dû faire avant. J'ai attendu des excuses. Elles ne sont pas vraiment venues. Il a écrit, je pense toujours que tu es allé trop loin avec les flics, mais je comprends pourquoi tu étais en colère. L'ancienne Irène aurait accepté cela comme suffisant et se serait précipitée pour faire la paix. La nouvelle Irène a compris qu'une de mes responsabilités était toujours principalement de l'évitement. J'ai répondu, je suis contente que vous ayez organisé la garde de vos enfants. Je ne serai plus disponible comme plan de secours. Il a écrit, compris. Pas chaleureux, pas aimant, mais différent. Ma mère a posté des citations vagues sur le pardon et les cœurs ingrats, mais la famille ne se précipitait plus pour la réconforter. Les publications de Sophie ont également changé. Moins de luxe, moins de légendes sur le repos mérité. Benoît a vendu le SUV 6 mois plus tard. Mon oncle Robert m'a dit que personne ne voulait plus lui prêter d'argent parce que tout le monde demandait ce qui était arrivé à la dernière personne qui l'avait aidé. Cela aurait dû être une victoire. Cela ne l'était pas. C'était la liberté. 1 an après le matin dans le hall, j'ai emménagé dans un appartement plus grand, 7 étages plus haut, dans le même quartier. Il avait un bureau séparé, une vraie table de salle à manger, et des fenêtres qui captaient le coucher de soleil quand Lyon le permettait. La première nuit là-bas, je me suis tenue dans le salon vide, tenant les 2 seules clés. L'une est restée avec moi. L'autre est allée à Léna, scellée dans une enveloppe après qu'elle ait promis de ne jamais l'utiliser à moins que je ne sois inconsciente ou que l'immeuble ne soit en feu. Nous avons ri, mais toutes les 2 savions pourquoi cette promesse était importante. Une clé n'est pas juste du métal. Parfois, c'est la confiance. Parfois, c'est l'accès. Parfois, c'est la différence entre la générosité et l'invasion. Ma carrière a également changé. L'audit que j'ai terminé la nuit où tout s'est effondré a mené à un rôle plus important. 6 mois plus tard, j'ai été promu chef de la conformité. Meilleur salaire, plus de contrôle, et suffisamment d'économie pour que les urgences ne ressemblent plus à des tempêtes devant ma porte. Pendant des années, l'argent avait transité par mes mains comme si je ne le détenais que jusqu'à ce que quelqu'un d'autre en ait plus besoin. Maintenant, je regardais mes économies augmenter et je ressentais quelque chose de plus profond que le confort. Je ressentais des preuves. Des preuves que ma vie fonctionnait quand j'arrêtais de financer le refus des autres de planifier. J'aimais toujours Léa et Tom. Cela n'a jamais changé. J'envoyais des cartes d'anniversaire par l'intermédiaire de mon père. Des simples. Pas d'argent à l'intérieur. Pas de cadeaux coûteux conçus pour prouver que j'étais toujours bonne. Juste des cartes.
Juste de l'amour sans capitulation. Benoît et Sophie se sont adaptés parce qu'ils y étaient contraints. Ils ont embauché des babysitters. Ils ont budgétisé. Ils ont vendu le SUV et ont acheté quelque chose d'occasion. Sophie a fait plus d'heures à la boutique et a arrêté de publier chaque repas au restaurant comme si c'était une réussite. Benoît est devenu plus silencieux dans les espaces familiaux. Pas humble exactement, mais moins certain que tout le monde applaudirait quand il se plaindrait. Ma mère a le moins changé. Elle publiait toujours des citations vagues sur la loyauté et les valeurs familiales. Elle croyait toujours que le pardon signifiait que tout le monde reprenait les rôles qu'elle préférait. Mais les gens écoutaient différemment maintenant. C'était l'une des conséquences qu'elle détestait le plus. Sa voix avait toujours du pouvoir, mais pas un pouvoir automatique. La fois suivante que je les ai tous vus, c'était au mariage d'une cousine près de Saint-Étienne. Je suis arrivée seule, dans une robe bleu marine. Et pour une fois, ce mot ne ressemblait pas à une accusation. Il était paisible. À la réception, je me suis assise avec des cousins qui m'ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, mon cours de boxe et mon voyage à Bordeaux. Personne n'a demandé pourquoi je n'avais pas gardé les enfants. Personne n'a demandé quand je mettrais les choses en ordre. La vérité avait déjà fait son œuvre. Pendant le cocktail, j'ai vu ma mère près de la table des desserts. Elle semblait plus âgée, mais peut-être était-ce parce que je ne la voyais plus comme la personne qui décidait de la taille de la pièce. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné le regard la première. Plus tard, Benoît m'a abordé près du couloir. Sophie est restée derrière lui, tenant la main de Tom pendant que Léa s'appuyait contre son côté, l'air endormi. Benoît s'est éclairci la gorge et a dit « Les enfants m'ont manqué ». Je les ai regardés et j'ai souri. « Ils me manquent aussi », ai-je dit. Léa a agité la main. Tom s'est caché derrière le manteau de Sophie. Benoît a bougé et a dit qu'ils allaient bien. La garde d'enfants était chère, mais ils s'en sortaient. J'ai dit « C'est bien ». Je le pensais. Puis il a dit « Je n'aurais pas dû les amener à ton immeuble ce matin-là ». Ce n'étaient pas des excuses complètes pour les années d'argent, le droit, la clé, les menaces, ou la façon dont il a laissé notre mère faire de moi la méchante. Mais c'était une phrase vraie. Et parfois, une phrase vraie est là où commence la responsabilité. J'ai dit « Non, tu n'aurais pas dû ». Il a hoché la tête. Pas d'argument, pas de performance, juste un hochement de tête. C'était suffisant pour le moment. Vers la fin de la nuit, mon père m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Avant que je n'y monte, il a dit « Tu as l'air plus légère ». J'ai souri parce que c'était vrai. Il a dit qu'il était fier de moi, pas pour la promotion, pas pour l'appartement, mais pour m'être levé et être resté debout quand la culpabilité est venue. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la façon étrange dont la guérison se produit. Elle ne ressemble pas toujours à tout le monde qui s'excuse et se rassoit autour de la même table. Parfois, la guérison ressemble à de la distance. Parfois, elle ressemble à un téléphone silencieux. Parfois, elle ressemble à dépenser son propre argent pour sa propre vie sans demander une permission invisible à des gens qui vous ont appris à vous sentir égoïste. Je n'ai pas détruit ma famille. Je n'ai pas puni d'enfants. Je ne suis pas devenue cruelle. J'ai simplement cessé de confondre l'amour avec un accès illimité. C'est la leçon que j'aurais aimé que quelqu'un m'apprenne plus tôt. La famille n'est pas une excuse pour utiliser quelqu'un. Aider les autres est précieux, mais seulement quand c'est donné librement, non extorqué par la culpabilité. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont une forme d'estime de soi. Et l'estime de soi apprend à tout le monde autour de vous comment la responsabilité est censée fonctionner. L'amour devrait créer la sécurité, pas la dette. La vérité la plus éducative que j'ai apprise est que secourir les gens de toutes les conséquences peut les empêcher de grandir. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux est de dire non. Prenez du recul et laissez les adultes porter le poids de leurs propres choix. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que changer la serrure n'a pas seulement protégé mon appartement. Cela a changé toute ma vie.